Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Radioverse, la web radio, et bienvenue dans l'émission précédemment. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas seul aux commandes, je suis avec Marie. Marie, comment ça va? Eh ben, bonjour à toi Chris, ça va très bien, j'espère qu'il en est de même pour toi. Bien oui, ça va très très bien. On reçoit aujourd'hui pour la première fois François Bégodeau qui a écrit Du mépris aux éditions Cause perdue, un joli nom je trouve, édition Cause perdue. Bonsoir François Bégodeau. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez donc Du mépris aux éditions Cause perdue, comme je viens de le préciser. Et comme d'habitude dans notre émission, avant de parler du livre, on va parler un petit peu de votre parcours. Alors avant de commencer, je veux signaler à nos auditeuristes que c'est le premier livre que je lis de vous. Vous connaissez de nom. J'avais déjà vu vos livres chez mon meilleur ami, à qui je passe le bonjour, tiens. Mais j'avais encore jamais lu je n'avais encore jamais lu un livre de vous. Je pense que cette précision est importante, mais ça, je tease, on verra ça dans la deuxième partie. On va venir donc un petit peu sur votre parcours. Vous avez commencé par envoyer des textes au Cahier du cinéma avant de devenir rédacteur. Alors pour ceux qui nous écoutent régulièrement, et notamment dans l'émission L'Instant Culte tous les dimanches à 18h sur Radio Verse, on se moque beaucoup, beaucoup des Cahiers du cinéma. Je voudrais savoir si vous, c'était un peu un rêve d'aller dans les cahiers cinéma, ou vous avez choisi une revue qui parlait exclusivement de cinéma. Comment vous avez choisi d'envoyer ces textes au cahier? Disons que j'ai commencé, je sais pas, vers l'âge de 18, 19, 20 ans, je commençais à voir beaucoup de films et surtout à ne pas dissocier le fait d'en voir et le fait d'y réfléchir. Donc je pense que c'est ça qui crée une sorte de tempérament critique, quoi, d'avoir envie qu'il y ait un moment de parole après une vision, alors soit avec des copains, des copines, soit tout seul en prenant des notes, soit en écrivant, etc. Donc je pense que j'avais quand même un peu tout de suite cette fibre critique, on va appeler ça comme ça. Et quand même assez vite, je me suis dirigé vers ce qui était la grande revue de cinéma, qui est quand même une revue mondialement connue et donc que je connaissais depuis ma province profonde. Et je lisais les cahiers au CDI de mon lycée quand j'étais en lettres sup. Et je comprenais le quart de ce que je lisais, mais je savais que c'était comme ça que j'avais envie qu'on me parle de cinéma. Je sentais que je me sentais des affinités avec cette manière-là de parler de cinéma. Je trouvais qu'il y avait une grande exigence et que les textes étaient souvent à la hauteur d'une haute idée du cinéma. C'est celle que j'avais déjà à cette époque-là. Et donc après, c'est pas tant que je les ai envoyés, j'ai pas envoyé les textes, j'ai plutôt eu la chance de pouvoir approcher des gens qui étaient plus ou moins dans l'orbite des cahiers du cinéma. Et donc j'ai commencé dans les années 90 à écrire quelques petits textes très 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 intermittents, voilà. Et à partir de 2003, quelqu'un qui m'était très proche, qui s'appelle Emmanuel Burdeau, est devenu rédacteur en chef. Et là, du coup, je suis devenu rédacteur à 100%. Mais c'est pas bien de se moquer des cahiers du cinéma, c'est pas bien. Je vous gronde. Non, mais surtout, j'aimerais être sûr, parce que moi, ce que j'ai constaté quand j'y écrivais, c'est que tout le monde avait un avis sur les cahiers du cinéma et à peu près personne ne lisait. Et donc voilà, je voudrais juste être sûr que quand vous vous moquez les cahiers du cinéma, c'est en connaissance de cause. J'espère que vous les Ah. lisez assidûment pour vous en moquer. C'est une très très bonne remarque, et je vais vous expliquer ce que nous faisons donc dans l'instant culte. Dans l'instant culte, pour ceux qui nous écoutent, on prend un film des décennies précédentes et on le regarde avec un œil d'aujourd'hui. Et on se demande s'il a passé le cap de MeToo, des luttes, j'allais dire, décoloniales, antiracistes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore culte, ou est-ce que c'est un film problématique? Et on a une séquence dans l'émission où on regarde les critiques à l'époque de la sortie du film. Et donc, on se moque un peu des critiques qui sont sorties, mais vraiment la semaine de la sortie du film. On a remarqué au fur et à mesure, on a pris les cahiers du cinéma parce que, effectivement, c'est une revue adolescente aussi. Adolescente, j'ai dit. Adolescent aussi. je, je le lisais au CDI de mon lycée. C'est quelque chose de prestigieux hein, quand on s'intéresse effectivement au cinéma. Mais on s'est aperçu en faisant l'émission qu'il y avait quand même des critiques un peu hors sol et avec une écriture extrêmement alambiquée. C'est un mot où j'arrive même pas à le dire pour pas grand-chose. Il y a, de temps en temps, on s'amuse à lire des critiques, et à la fin de la critique, on se dit ok, il a aimé ou il n'a pas aimé. Je crois qu'il Mm. s'est branlé, en fait, le mec. Excusez-moi. Mais donc, on se moque un petit peu, effectivement, de ce genre
j'allais dire, de critiques, point. Mmh. Je vois. Bah, c'est une critique qui est souvent faite au Cahiers du cinéma, mais bon, bah, je la partage pas, hein, vous pensez bien. Eh bien, c'est une très bonne première question, je trouve. Attendez, on reprend, on Non, mais reprend. je pourrais épiloguer, des heures et des heures sur les Cahiers du cinéma et la façon dont on y écrit et cetera. Mais je pense que ça va pas être trop le sujet du jour non plus, donc voilà, c'est pour ça que je ne donne pas suite à votre intervention. Mais si on peut se permettre 5 minutes, moi je veux bien enfin je veux Mmh. bien que vous m'expliquiez comment vous qualifierez le style des cahiers du cinéma, par exemple, le style D'abord, les d'écriture. Cahiers du cinéma, c'est une revue qui est née dans les années 50, hein, donc qui est vieille. Donc je pense qu'il y a énormément de plumes qui y ont écrit. Et elles sont très différentes les unes des autres. Peut-être, alors si vraiment on voulait dire les cahiers du cinéma génériquement, ce qui est, pour moi me paraît déjà un peu hasardeux, mais oui, peut-être qu'il y a une certaine exigence, je dirais, de regard sur les films. Ne pas se contenter justement de délivrer des opinions. Parce que vous disiez, quand on lit un texte des cahiers, à la fin, on ne sait pas s'il aime ou il n'aime pas. Bah, c'est vrai que pour moi, le travail critique n'a pas pour objet premier de déterminer de façon un peu catégorique si on aime ou on n'aime pas. En même temps, ça transparaît toujours en fait du texte. Je pense que quand on lit bien, on voit bien qu'en fait il y a plus ou moins de sympathie pour le film. Mais le travail critique, c'est pas n'est pas obnubilé par le fait de délivrer ce verdict qui serait j'aime ou j'aime pas ou allez-y ou allez-y pas. Je pense que le travail critique, ça n'a rien à voir avec la prescription journalistique, par exemple. Ça, c'est une fois qu'on s'est dit ça, déjà on peut se calmer un peu. Et après, oui, ben, je pense que parfois, si on veut faire valoir la certaine finesse d'un regard, ou un regard un peu sophistiqué sur les films, qui soit à la hauteur de la complexité des films, parce que les films, c'est complexe, bah, parfois, ça crée un style complexe. Et oui, je veux bien croire que de temps en temps, dans les cahiers, il y a des textes qui puissent paraître abscons. Je vous disais moi-même qu'à 18 ans, je ne comprenais pas tout, mais en même temps, je ne comprenais pas tout ce que je disais quand je disais Foucault ou Deleuze. Et est-ce que c'était parce que Deleuze et Foucault se branlaient en écrivant, ou est-ce que c'était juste que moi, j'étais pas encore à la hauteur de leur intelligence, que je ne suis toujours pas d'ailleurs, je pense. Voilà, moi, je me disais plutôt ça en lisant les cahiers. Je me disais pas qu'ils se branlaient, je disais que j'étais très insuffisant. Et bah, du coup, j'ai essayé d'avancer. Et voilà. Moi, l'argument de la branlette, bon, je le trouve un peu facile. Je trouve que, bah tiens, je pense qu'on serait déjà un peu dans mon lit sur le mépris. Je pense que les gens qui produisent ce genre d'argument-là ou de jugement sur n'importe quel discours qui a l'air un peu de les dépasser, pour moi, ne sont simplement, sont juste en train d'exprimer le complexe d'infériorité qu'ils ont. Ce que je traduirais dans le livre sur le mépris, mais j'anticipe trop, sur Ouais. un mépris qu'ils ont pour leur propre intelligence. Et moi, je pense que quand j'avais 18 ans, je pense que j'étais pas très prétentieux, au sens où je me disais, bon, bah, ces gens-là sont plus forts que moi. En revanche, comme je ne méprisais pas ma propre intelligence, je me disais, peut-être qu'un jour, j'arriverai à mieux comprendre les opérations théoriques et discursives qu'ils me proposent. Et bah, peu à peu, j'ai appris à mieux les comprendre. Et je regrette pas d'avoir fait cet effort-là parce que ça m'a ouvert beaucoup de choses sur le cinéma. Et après, voilà, je ne saurais que conseiller, puisqu'ici vous faites un peu d'éduc pop ou de pédagogie populaire, je conseillerais à tous vos auditeurs de lire les livres de Serge Danet, par exemple, qui est la figure des cahiers du cinéma la plus connue, qui a une super plume par ailleurs, qui est presque pour moi un écrivain. Et voilà, je pense qu'il faut aller butiner dans les trésors, mais c'est vrai que bon, si on commence à dire les cahiers c'est de la branlette, moi je veux dire, qu'est-ce qu'on fait du coup? On lit quoi? On lit les trucs sur Internet qui disent ouais, moi j'ai vachement aimé parce qu'en fait le début c'est vraiment de la balle. Bon, à la fin ça s'épuise un petit peu, mais quand même je suis pas déçu. Bon, voilà quoi. Moi j'ai une plus haute idée du cinéma que ça, quoi. Ben, Pardon nickel. d'être un peu sec Mais c'est sur très un bien. sujet qui me tient à cœur. Mais c'est très bien. La passion, c'est ce qui nous anime tous. Après, sur le côté branlette, c'est vrai que j'ai été un petit peu provocateur. Mais la réponse est très claire. Et vous savez quoi? On la diffusera aussi dans la prochaine émission de l'Instant Culte qu'on tourne la semaine prochaine. Et lorsqu'on parlera des cahiers du cinéma, ça fera une bonne C'est bien comme ça, pour les auditeurs. il y aura une espèce Ouais. de droit de réponse, quoi, en quelque sorte. Ouais, exactement. Pour les auditeurs qui n'écouteront pas cette interview et qui seront uniquement sur l'instant culte, ça leur permettra d'avoir un autre son de cloche et c'est très très bien. Et du coup, on les invitera à aller voir l'interview dans son intégralité. Eh ben, on va clôturer cette question sur les cahiers du cinéma. Vous avez aussi fondé un groupe, Zabriskie Point. Alors ça, je ne savais pas du tout que vous aviez fait de la chanson. Vous étiez parolier et chanteur. J'ai recopié un de vos
un de vos textes, vous me confirmerez si c'est bien de vous. Quant à vous dire pourquoi le chargeur s'est vidé, ouais, c'est à Dieu qu'il faut le demander et pas à moi. Passe encore, me dites-vous, la femme du bijoutier, mais ces enfants vraiment ne méritaient pas ça. Excusez-moi vraiment, ça ne se reproduira plus. Excusez-moi vraiment, au moins jusqu'à la prochaine fois. C'est Oui, bien de vous? je confirme, c'est bien de moi. C'est Ok, une chanson qui s'appelle Fantôme sur le mm, premier album qui s'appelait Fantôme. exactement. Et là, je me J'aime mettais à bien. la place de quelqu'un qui commettait une sorte de tuerie de masse un peu aveugle. Voilà. Je pense que dans la grande tradition du punk, parce que c'était un groupe de punk rock, Zabriskie Point, alors j'ai pas fondé Zabriskie Point, il se trouve qu'un groupe d'amis s'est agrégé en groupe de punk rock, qui est la musique qu'on écoutait le plus à l'époque. Et voilà, et c'est moi qui m'y suis collé pour les textes, parce que bah, j'étais le chanteur, donc bon, souvent, chanteur parolier, ça va de pair. Et puis voilà, et donc là, oui, ben le punk essaye toujours un peu d'aller regarder du côté de la violence. Oui, c'est ça, d'essayer de me mettre à la place de quelqu'un qui commettrait ce genre d'acte de folie. J'aime bien cet express. Il y a aussi un petit peu un humour dans le texte et un humour qu'on va retrouver aussi dans le livre du mépris. Ouais, bah, j'essayais de. C'est-à-dire que le punk rock a une. Moi, vraiment, ça reste une de mes musiques préférées, voire la musique préférée, mais il y a un petit danger qui couvre toujours un peu au sein du punk rock, c'est de faire des paroles trop militantes et donc trop sérieuses, de céder un peu à des slogans un peu comme ça, presque militaires. Militaire, c'est trop fort ce que je dis, mais parce que souvent on est anti-militariste quand même dans le punk rock, mais disons un peu une espèce de sérieux, de l'incantation militante et politique. Et donc c'est pas mal d'avoir des contrepoints comiques. Donc j'avais assez conscience de ça déjà à l'époque, donc j'essayais que mes textes soient quand même un peu légers, malgré parfois leur intensité politique. Et oui, après ça m'est resté quand je me suis mis à écrire des livres. Je pense qu'il y a toujours un peu d'humour dans mes livres. Ouais. On reparlera de l'humour un peu plus tard dans la deuxième partie. Marie, est-ce que tu souhaites intervenir? Moi, j'avais une question justement par rapport à votre choix aussi de provocation, mais qu'on pourra aussi aborder plus en détail dans le livre. Est-ce qu'il y a, pour vous, il y a cette volonté de toujours mettre un petit peu, immiscer de la provocation pour justement interpeller, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir par des propos qui peuvent parfois étonner à la première lecture ou dans le cas de l'écoute pour le groupe? Je crois qu'il faudrait que vous preniez des exemples précis. Et là, je pourrais répondre parce qu'en général, comme ça, je sais pas. Est-ce que vous avez en tête je sais pas, des morceaux de textes que vous auriez pu trouver un peu provocateurs ou un peu brutaux ou je sais pas quoi? Alors là, je n'aurais pas de phrase. Alors, Chris, tu en as peut-être une par rapport Ouais, à la musique? ouais, justement, je voulais mettre tout à l'heure en pause musicale Monsieur le contrôleur, Ouais. que j'aime bien aussi et qui est un peu provocateur, quoi. Le mec se fait contrôler, il lui dit bah, vous auriez pu me contrôler depuis plus longtemps depuis plus longtemps que ça. Est-ce que Bah, là, c'est en l'occurrence, pour moi, le texte, il est plutôt, il cultive plutôt un sentiment que j'aime bien et que j'ai beaucoup appris dans le punk rock, justement, et qui m'est un peu resté. Ce serait plutôt la causticité ou la taquinerie ou la narquoiserie. Je ne sais pas comment. C'est narquois comme texte. C'est le texte qu'on attendrait sur Monsieur le Contrôleur, c'est putain, tu m'as encore contrôlé, sale con, j'en ai ras-le-bol, il faudrait que le bus soit gratuit, il y en a marre et moi j'ai envie de te taper. Bon, ça, c'est le texte qu'on attendrait, une espèce de premier degré contestataire. Moi, je dis pas ça, je dis bah alors, Monsieur le Contrôleur, ça fait au moins 300 trajets que je fraude et je vous vois jamais, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vous attendais, moi. Alors, venez donc contrôler. Bon, je trouve que c'est une façon de tourner les choses qui est oui, plus arrogante d'une certaine manière ou plus moqueuse. Je pense que moi, je tiens beaucoup à ça. D'ailleurs, ce qui reviendrait aussi au mépris, comme quoi ça vient de loin. Je pense qu'on peut être très en colère contre les dominants. Alors, les dominants, c'est plein de gens, hein, on pourra préciser. Mais le contrôleur, d'une certaine manière, est un dominant, en tout cas en tant que dans sa position de contrôleur, par rapport à quelqu'un qui aurait fraudé, par exemple. Et je crois que devant les dominants, ben, on peut effectivement émettre de la colère, mais on peut aussi se moquer d'eux. Moi, je crois beaucoup à la vertu de la moquerie du bas vers le haut. Ce que dans le livre sur le mépris, j'appelle mépriser le mépris. Si vous n'êtes pas content du mépris que vous portent les dominants, méprisez-les à votre tour. C'est pas mal comme thérapie, je trouve. on reviendra sur cette notion quand on parlera du livre d'ici peu. Juste avant d'y venir, justement, vous avez participé à la création du collectif Auton.
Vous avez fait d'ailleurs avec eux des documentaires, il me semble. Vous avez la maison d'édition Cospertu vient de ce collectif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le collectif Auton, combien vous êtes, quel est le but précis? Est-ce qu'il y a autre chose en cours de développement, à part les documentaires et la maison d'édition? Bah, en fait, on parlait du groupe de punk rock. En fait, tout ça est un peu lié. Il y a une espèce de continuum dans cette histoire parce que nous, on était basés à Nantes, hein, donc on s'est tous connus à Nantes quand on avait 18, 19, 20, 21, 22. Il y a eu des gens qui se sont agrégés au fur et à mesure. Pour certains en lettres sup, pour d'autres ailleurs, à la fac de lettres ou de maths ou de psycho ou ailleurs. Et tout ça a fini. Bon, le groupe de punk rock a agrégé comme ça pas mal de gens. C'était un peu notre point de rendez-vous aussi. Mais du coup, c'est constitué une sorte de bande de, je sais pas, 20 personnes où il y avait des filles, des garçons, il y avait un peu de tout, quoi. Et une fois qu'on a arrêté le groupe de punk, ils nous démangeaient de faire plein d'autres choses parce qu'on était très porté sur les choses de la culture, en même temps les choses de la politique. Et on s'est mis à animer une association de cinéma, on faisait venir des films, enfin on projetait des films, on écrivait dessus, on faisait venir des gens, on organisait des festivals, des choses comme ça. Et puis après, on s'est mis à faire des films en autogestion, en autoproduction, pratiquement, à quelques exceptions près où on avait un peu d'argent. Essentiellement des docus. Bon, donc on a fait des docus à vocation un peu sociale. L'un, par exemple, sur la ville de Montreuil, l'autre sur la ville de Cergy, un autre sur les jeunes sarkozystes, que les gens peuvent découvrir en ligne, puisqu'il y est, et qui est pour moi une comédie, puisqu'on interviewait des sarkozystes en 2007, bon, et ils nous faisaient bien rire, des jeunes. Et puis voilà, plein d'autres choses. Puis après, on s'est mis à écrire des livres collectifs qu'on a publiés aux éditions Divergence sur des villes aussi, comme quoi les villes, ça nous apporte. Et puis, bah, est venu toujours dans la continuité, avec toujours un peu la même bande, même si on a perdu des membres en cours de route parce que le temps passe et parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément disponible à ce genre de joyeuseté. Puis d'autres sont venus s'agréger. Enfin voilà, c'est une espèce de collectif un peu mobile. Et, là, très récemment, il y a 3 4 ans, une circonstance particulière nous a fait décider de nous lancer dans l'aventure éditoriale, quoi, avec pas beaucoup d'argent, avec pas beaucoup de temps, avec pas beaucoup de moyens, mais on s'est dit que c'était jouable. On avait 2 3 textes à publier nous-mêmes, parmi nous. Et puis, moi, je reçois quand même assez souvent des manuscrits parce que voilà, des gens m'en envoient. Donc, j'avais des choses sous la main, quoi, qui étaient susceptibles d'être publiées. Et donc, on a lancé cette maison d'édition. Les premières publications, c'était il y a un an, en mars 2025. Nous sommes en 2027, oui, 2026. Voilà, et on a fait 8 livres depuis, dont 4 au printemps, là. Le mien, donc du mépris. Je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc j'ai décidé de publier un livre moi-même chez nous. Et puis, un auteur qui s'appelle François Beaune, qui avait déjà écrit, qui a écrit beaucoup de livres ailleurs. Et puis des jeunes auteurs, enfin, en tout cas des primo-romanciers ou des primo-écrivains, comme Étienne Bretin, qui a écrit un livre qui s'appelle Fuite, qui tourne autour de l'écologie radicale, et puis Mathieu Frou, qui a écrit un livre qui s'appelle Doucement. Bon, je ne vais pas tous les égrener, mais bon, à ce jour, on est assez content de nos publications, qui en général sont plutôt bien reçues. Après, il reste à trouver un équilibre économique, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on survit de mois en mois. Ça peut s'arrêter demain, ça peut durer 10 ans, on ne sait pas encore. Mais après, pour résumer notre histoire, c'est qu'on a toujours considéré dans ce groupe d'amis que faire des choses ensemble était une façon aussi de nourrir l'amitié. Et que rien de tel qu'une activité commune pour entretenir l'amitié et ne pas finalement tomber dans ce qui pend au nez de tous les groupes d'amis de vingtenaires ou trentenaires, à savoir un lent délitement un peu fatal en fait, puisque voilà, tout le monde emprunte des chemins différents et c'est tout à fait normal, ne serait-ce que géographiquement, professionnellement, maritalement ou que sais-je. Et quand vous avez un noyau comme ça d'activités communes, eh bien ça vous tient. Et puis ça permet aussi d'intensifier l'amitié, chose qu'on avait beaucoup éprouvée dans le groupe de rock, quoi, parce que le groupe de rock le groupe de punk était une continuité d'une amitié. Et en fait, ça l'a intensifié. Tu vois, ça nous a encore plus soudés de faire des morceaux ensemble, de faire des concerts ensemble, de vivre cette aventure qui est quand même toujours une aventure un peu magique, quoi, qui consiste à faire un groupe de rock, quoi. Ça, c'est vrai que c'est pas rien. Pas un groupe de rock ou de pop ou de ce qu'on veut, hein, mais c'est quand même quelque chose, quoi, de tourner en camion. Voilà. Moi, c'est les plus belles années de ma vie de ce point de vue-là. Et là, dans le collectif Autant, du coup, où tout le monde participe à la maison d'édition? Ou il y en a d'autres qui font des projets documentaires, ou vous êtes tous sur le même projet?
Non, non, maintenant, ce qui nous unit maintenant, mais parce qu'on a quand même, on n'est pas si jeune, hein, on a 50 ans passés pour la plupart d'entre nous, on a nos vies, on a nos métiers, on a nos activités, donc voilà, là, on maintient cette espèce de zone commune qui déjà nous accapare pas mal, hein, parce qu'il faut quand même lire les manuscrits, il faut les corriger, il faut les machins, et surtout, il faut faire le travail de logistique, envoyer les livres, parce qu'on a un diffuseur, mais on procède aussi par commande. Donc ça, c'est l'un d'entre nous qui s'en occupe et il y passe beaucoup de temps. Et puis l'une d'entre nous s'occupe beaucoup de la comptabilité ou tout un tas de choses un tout petit peu fastidieuses. Et puis, bah, les autres essaient de donner des coups de main. Moi, je travaille beaucoup sur les textes, mais bon, autant que possible, j'essaie de mettre la main à la pâte aussi dans des choses un peu plus prosaïques. Bon, bah, on se démerde, quoi. On se démerde, on parle beaucoup en ce moment de ce qui se passe dans l'édition. Bon, moi, je crois que la meilleure parade qu'on puisse faire aux empires éditoriaux qui sont en train de se constituer, voire empires médiatiques, en fait, tout court, et vous voyez très bien de quoi je parle, c'est quand même d'aller voir ce qui se passe du côté des éditeurs indépendants. Alors qu'ils sont très nombreux, hein, parce que je pense qu'il y en a des milliers et des milliers en France, hein. Donc, le gâteau est petit et on est nombreux à vouloir se le partager, quoi. Mais voilà, moi, il me semble que l'avenir, c'est aussi quand même d'aller voir ce qui se passe chez les éditeurs indépendants, qui ont beaucoup moins de moyens que les gros. Mais bon, les gros, moi, je les connais bien parce que moi, je publie l'essentiel de mes romans aux éditions Verticales qui appartiennent à Gallimard. Donc, je sais ce que c'est que l'édition mainstream. Je vois à quoi ça ressemble et j'en profite beaucoup d'ailleurs, puisqu'il y a une logistique extraordinaire à Gallimard, bien sûr. Donc, je suis un profiteur de Gallimard. Mais du coup, ça me permet aussi de voir les deux pôles, quoi, de voir le majoritaire et le minoritaire, le très fortuné et le très désargenté. Et c'est très intéressant de passer de l'un à l'autre. Marie? Mais justement, ça introduit ma question, mais comme vous parlez de rempart à ces empires, éditoriaux et médiatiques, est-ce que, vous auriez vraiment un objectif ou, de certaines conditions pour les auteurs que vous publiez sur des thématiques précises? Ou est-ce que votre objectif, c'est purement de pouvoir donner une voix, à des auteurs qui n'auraient pas la possibilité justement de se faire publier par des organismes plus gros? Ouais, je pense que je commencerai plutôt par ce par quoi vous terminez, à savoir le premier truc avant toute chose, c'est il y a des textes qui existent dans la nature, il y en a plein, 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 plein. Beaucoup de gens écrivent des trucs et parmi ces trucs-là, il y a des trucs super. Or, parmi ces trucs super, il y en a qui trouvent jamais éditeur. Et donc, oui, bah, chez nous, il y a une espèce de vocation de dire, bah, on va essayer de repérer les trucs que nous, on adore. Il faut que ce soit des très bons textes avant toute chose. Ça, c'est la première chose et que nous, on aime. Et donc, bah, je veux dire, de leur donner un coup de main en les publiant. Et on se donne à nous-mêmes aussi un coup de main. C'est un échange de bons procédés, hein. Je veux dire, quand on publie un bon livre, bah, ça profite au bon livre, mais nous, on profite aussi beaucoup du bon livre. Donc voilà, c'est de la camaraderie de base. Après, il se trouve que nous allons privilégier, nous, les textes qui sont des récits. Nous ne voulons pas faire de purs essais. Peut-être que la seule exception est un peu le mien, mais vous aurez remarqué que ce n'est pas un pur essai. Donc, on est plutôt sur les récits fictionnels, autofictionnels, documentaires. Ça, c'est pas le problème. On aime bien le récit parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de très fort dans le fait de raconter la vie et raconter le monde plutôt que de discourir sur le monde, pour le résumer vraiment. Et il se trouve que si en plus ces textes-là peuvent avoir une petite vocation politique, sociale, ça ne nuit pas, c'est sûr. Mais c'est pas ce qui va être prioritaire. C'est-à-dire qu'on cherche pas forcément des manuscrits anticapitalistes ou anti-impériaux. Disons que c'est plus une valeur ajoutée, j'ai presque envie de dire. Très bien. Bien, je vous propose de faire une première pause musicale. On en a parlé tout à l'heure. On va écouter Monsieur le Contrôleur, chanson que vous chantez, que vous avez écrite il y a une vingtaine d'années, non? Trentaine d'années, Mais non, peut-être? hélas, plus que ça, je crois que je l'ai écrite en 98 et la chanson est publiée dans un album sorti début 99. Oh mon Dieu, je suis encore plus vieux que ce que je pensais. Mais moi aussi, ma bonne Et dame. on écoute. Content de vous voir enfin, monsieur le contrôleur. Ça fait des mois que je vous attendais. Content de devoir payer l'amende, monsieur le contrôleur. Je paierais des millions si je les avais. Depuis le temps que je prends tous les bus sans jamais les payer, car je pousse les lignes jusqu'à terminus sans pouvoir embarquer. Je commençais à douter de votre recette, je commençais à douter. Mais si je peux me le permettre, monsieur le contrôleur, qu'allons-nous faire de tous les voyages que je n'ai pas payés, monsieur le contrôleur? Avouez que ce serait dommage que pendant tout ce temps, moi
Une marche chaussée sans qu'on me prenne à vos pieds. À moins qu'on me pende tout court, à moins qu'on me pende au court. Ça m'arrangerait, ça me débarrasserait des voyages en bus. Et alors vous n'oublierez pas, monsieur le contrôleur, de saluer votre épouse de ma part, puis de passer voir ma mère et de lui préciser que mon sang est mérité, que mon sang est mérité, que mon sang est mérité. De retour sur Radioverse, la web radio, toujours avec Marie, et on reçoit François Bégodeau pour son livre Du mépris aux éditions Cause perdue. Et dans cette deuxième partie, on va parler plus en avant du livre. J'aimerais préciser quand même, pour tous ceux qui nous écoutent, que c'est le premier livre que je lis de vous, François Bégodeau, et que je vais vous poser des questions sur la structure du livre et un peu votre méthode d'écriture, parce qu'elle m'a interpellé. Et comme je n'ai pas d'autres points de référence, je vais vous poser ces questions-là. Mais avant d'y venir, je voulais parler, moi, de ma découverte du livre, et notamment des premières pages que j'ai lues lorsque j'ai commencé le livre. Je me suis dit littéralement, j'espère que vous n'allez pas vous vexer, je me suis dit, mais ce type est fou. Qu'est-ce que je suis en train de lire? J'ai eu l'impression que c'était une sorte de catalogue de tweets pour faire rire, et qu'il n'y avait pas de structure derrière. Attention, là je fais une parenthèse. Comme je l'ai dit en introduction, il y a une structure extrêmement précise, mais on va y venir un peu plus tard. Mais dans les premières pages, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que tu as eu la même impression, Marie, ou pas du tout, toi? Totalement, j'ai ressenti aussi la même chose. Je me suis interrogée pendant les premières pages en me disant: «Mais en fait, quel est le but derrière?» Je pensais vraiment voir, bah, justement un essai sur le mépris, décortiqué et cetera, où là direct, bah, en fait, c'est simplement une représentation, du mépris. Donc j'étais assez surprise et je me demandais du coup pourquoi avoir voulu commencer, ce livre, de cette manière-là? Pourquoi avoir choisi, de faire ces représentations-là? Est-ce que c'était vraiment pour donner à voir ce que pouvait être le mépris? C'est une méthode que j'utilise pas mal dans mes essais en général, mais que j'ai eu tendance à systématiser dans mes derniers essais. Le dernier en date s'appelait Psychologie, celui d'avant s'appelait Comme une mue. En fait, moi, je ne pense bien qu'en situation, c'est-à-dire il faut que je pose, ça c'est mon côté romancier, il faut que je pose une situation, et c'est au sein de cette situation que j'arriverai en la décortiquant, que j'arriverai à faire avancer la pensée. Je me méfie beaucoup des abstractions. Je me méfie beaucoup, bah, par exemple, en l'espèce, quelqu'un qui pontifierait sur le mépris en général. Voilà, c'est justement ce contre quoi je voulais aller dans le livre. Parce qu'en général, on va dire des grandes généralités sur le mépris. On va dire, bah, d'abord, on va dire le mépris, c'est pas bien. On n'aime pas les gens qui méprisent les autres. C'est, voilà, bon, bah, clair. Oui, enfin, sauf qu'en fait, dès que vous rentrez dans des situations, vous vous rendez compte que c'est plus compliqué que ça. Donc, en fait, partir d'une situation, c'est une façon d'incarner la pensée, de l'adosser à la vie, au réel, au vécu. Et en l'occurrence, je commence par quelque chose que j'ai vécu moi. Je raconte une anecdote, en fait, une anecdote réelle. Et voilà. Et en décortiquant cette anecdote, déjà, je complique un peu la donne sur le mépris. Voilà, donc l'anecdote en question, c'est quelqu'un qui m'écrit, je lui réponds, il s'étonne que j'ai pu dire quelque chose dans une interview. Je lui fais remarquer qu'en fait, il ne comprend pas ce que j'ai pu dire, il lui fait même un contresens. Et très vite, il en arrive à me traiter de méprisant dans la mesure où je lui ai fait remarquer qu'il faisait un contresens. Et j'en arrive donc à dire à travers cette anecdote que plus généralement, j'ai constaté depuis quelques années que les gens dégainent très souvent dans la vie réelle, l'accusation de mépris. Je peux parfois l'essuyer moi-même, mais en fait, tout le monde se la balance à la gueule en permanence. Et mon livre porte un peu déjà là-dessus, sur cette enquête. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette notion est devenue si récurrente? Et deuxièmement, quand on s'accuse de mépris, est-ce vraiment de mépris qu'on s'accuse? Donc, tu vois, c'est des questions de dissection. Mais je vais avancer comme ça, en fait, pendant tout le livre, en reconvoquant toujours des situations
pratiquement des faits, soit que j'observe à la télé, soit que j'observe dans ma vie, soit que je vis. Et ça me permet, encore une fois, de toujours ne jamais décoller dans le grand ciel des idées. Voilà, c'est même plutôt, je propose même de faire le contraire. C'est que, par exemple, voilà, je vais prendre un exemple de genre d'opération que j'essaie de faire. Tu dis, toi, que le mépris, c'est pas bien. Bon, mais souviens-toi, hier, quand tu as vu dans la rue un homme insulter une femme, tu as trouvé ça méprisable? Souviens-toi, c'était hier, c'était vécu, ça t'est passé par le corps. Donc, des fois, il arrive que tu trouves des choses méprisables. Mais si tu trouves des choses méprisables, alors parfois, il est bon de mépriser. Donc, tu ne devrais pas dire en général que le mépris n'est pas bien. Tu devrais dire que dans certains cas, le mépris est désirable. Il est même la meilleure position morale à adopter. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, moi. J'oppose toujours des faits à des généralités. C'est pour ça que ça peut effectivement perturbé par rapport à des gens qui attendraient un essai très dissertatif, très théorique, très dissertation de Sciences Po, ou je sais pas quoi d'autre. Non, moi je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne plus par encore une fois, par le récit de moments précis vécus par des gens. Alors du coup, c'est très Oui. fort parce que, pardon Marie, je t'ai coupé, vas-y. Non, je voulais dire que justement, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que, le fait de montrer ces situations-là, même qui viennent alimenter, le récit, tout au long, ça permet, bah, moi en tout cas, ça m'a permis de me confronter moi-même à mes propres comportements et aux propres pensées que j'avais pu avoir, ou justement de voir que, bah, il y a toujours un méprisant et un méprisé. Donc au final, on a chacun, à chaque fois ces 2 rôles-là, et donc ce qu'on peut juger, comme étant mauvais au premier abord, finalement, on peut aussi se l'attribuer à soi-même et se réfléchir un petit peu. Donc c'est comme une sorte d'introspection aussi, et j'ai trouvé que d'alimenter par des faits comme ça permet réellement de mieux saisir l'ampleur du sujet, de plutôt s'en rendre compte et de ressortir au lieu de conforter son idée, de justement la confronter, et c'est ça qui m'a plu. Bah, je peux pas avoir de retour meilleur que celui-là sur le livre. Je, c'est quand même exactement ça que je cherche chez mon lecteur ou ma lectrice. C'est vraiment que précisément eux-mêmes fassent le travail que moi je fais, à savoir, mais en fait, moi, attends, maintenant qu'il me le dit, l'abbé Godot, est-ce que moi, j'ai pas déjà ressenti des trucs un peu comme ça, etc., etc., que chacun finalement fasse son introspection ou son autodissection, comme moi j'essaie de le faire. C'est pour ça que je parle souvent de moi, parce que je le dis toujours. Je ne suis pas plus narcissique qu'un autre, mais j'aime bien partir de moi. Pourquoi? Parce que je suis à disposition de moi-même. J'ai mon corps pour moi, je sais ce qu'il ressent, et donc je peux au moins partir de ce que moi je ressens, plutôt que de spéculer sur ce que pourraient éventuellement ressentir les autres et dont je n'ai pas vraiment connaissance, en fait, parce que c'est compliqué de percer les autres. Moi, au moins, je sais que, bah, voilà, dans telle situation, j'ai plutôt ressenti ça, et je peux partir de mes sentiments pour au moins, ensuite, après, peut-être un peu plus monter en généralité. Oui, et c'est très fort, parce que justement, je disais tout à l'heure en ouverture que, j'avais eu l'impression qu'il y avait pas de structure quand on lit les 1res pages, alors qu'en fait la structure, non seulement elle est là, mais en plus elle est très subtile. Et moi qui lis pas mal d'essais, c'est la première fois que je lis un livre aussi, original, et où, l'auteur, s'amuse, j'allais dire frontalement, avec le lecteur. S'amuse des réactions qu'on va avoir en lisant le livre, de ce que ça va nous provoquer, et on sent à la lecture, bah, que vous attendez forcément une réaction de comment on perçoit le livre. Et je trouve ça mais vraiment fort. C'est le premier livre estampillé essai, je mets des guillemets, qui me fait qui me fait cet effet-là, quoi. Et rien que pour ça, je trouve que ouais, c'est énorme, quoi. Je crois que, encore une fois, ce qui menace un tout petit peu le genre essai, auquel j'ai pris goût, moi je viens du roman essentiellement, mais je me suis mis un moment à écrire des essais et j'y ai de plus en plus pris goût à partir du moment où j'ai pu mettre au point ma méthode à moi d'essai, que je n'ai pas inventée. Je pense que chez moi, je crois que ça vient aussi un petit peu de mes lectures de Nietzsche, qui a un petit peu fait la même chose en philosophie d'une certaine manière. Si vous lisez Nietzsche, pourquoi ça fascine tellement Nietzsche, y compris les gens qui sont un peu comme moi, un petit peu aux abois devant la philosophie, devant ses abstractions, c'est parce que Nietzsche est toujours très incarné. Et Nietzsche n'hésite pas à dire je, et il interprète beaucoup son lecteur, et parfois il le secoue, et parfois il le malmène, et parfois il le taquine. Et du coup, Nietzsche est vivant. Et je crois que c'est ça l'effet que ça m'a fait quand j'ai lu à 18 ans. Je me suis dit, par rapport à Hegel ou à Kant, que j'essaie péniblement de lire et que j'ai abandonné 2-3 ans plus tard, définitivement, Nietzsche, je trouvais ça vivant, quoi. Et bon, alors je pourrais vous citer d'autres essayistes, hein, qui pour moi sont très
sanguin, ou essayiste femme ou homme d'ailleurs. Et bon, moi j'essaie de faire ça, quoi, que ce soit vivant, tout simplement, que ce soit imprégné de vie, parce que moi je n'ai pas envie de brasser des idées. Les idées m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. C'est les comportements, c'est comment on se situe dans le monde, quoi, très concrètement, en fait, à quel problème très concret un corps est confronté. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien étudier les affects, les sentiments, parce que je pense on est des boules affectives tous, les uns et les autres. Alors, on est traversés par tout un tas oui, de sentiments qui peuvent être négatifs, positifs, la joie, la haine, le mépris. Parfois, on est vexé, on est blessé. Pourquoi est-ce qu'on est vexé? Pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas? Etc. Tout ça, moi, c'est. Bon, j'ai l'habitude de dire. D'ailleurs, mon essai précédent s'appelait Psychologie. Moi, j'ai l'impression toujours de faire beaucoup plus de la psychologie que de la théorie. Voilà. Alors justement, je l'ai teasé 2-3 fois, ma fameuse question depuis le début de l'entretien, mais vous y avez répondu, je vais quand même la poser. Mais à la lecture du livre, du coup, quand j'ai refermé le livre, je me suis demandé si c'était un petit peu votre méthode d'écrire de cette façon-là, de jouer avec de jouer avec le lecteur, et vous venez d'y répondre. Du coup, j'ai une question qui Je peux parallèle. peut-être Oui. juste ajouter un truc, parce que effectivement, j'avais commencé à répondre, mais je peux juste un peu compléter en disant ma seule ambition quand j'écris, c'est d'abord un peu de me faire plaisir. J'aime bien. Je pense que c'est important que celui qui écrit jubile d'écrire. Enfin, en tout cas, il prenne du plaisir. Il ne faut pas que ce soit un sacerdoce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, il y a des lecteurs et des lectrices. Et je pense que, et notamment pour les essais, le seul but qu'on peut avoir, c'est pas de changer le monde, hein. C'est pas d'empêcher le fascisme de venir, c'est de déplacer un tout petit peu son lecteur et sa lectrice par rapport à des idées arrêtées, des clichés, des lieux communs qu'on a en tête et qu'on n'interroge plus. Et donc, juste de le déplacer un peu, d'aller un tout petit peu le secouer pour dire, attends, tu sais, c'est pas si évident en fait. Si moi, je peux t'amener à faire un petit pas de côté par rapport à là où tu es, parce que tu n'y as jamais vraiment réfléchi, en fait, tu n'as pas pris le temps, parce qu'on prend pas le temps de réfléchir à tout un tas de choses. Moi aussi, j'ai plein de clichés en tête parce que je prends pas le temps d'y réfléchir. Bon, l'essayiste, pour moi, il peut faire ça, quoi. Et donc ça induit que forcément, il aille chercher un peu son lecteur ou sa lectrice. Il aille un peu les chercher, il les interpelle. Parfois, il leur tend des pièges. Ce livre est un peu un piège, je pense. Un piège bienveillant, mais c'est un piège. Et comme ça permet éventuellement des petites torsions de la pensée des gens qui reçoivent le livre. C'est tout ce que j'avais à dire pour compléter. Parfait. C'est un piège qui se lit un peu comme un roman. Vous avez dit romancier tout à l'heure. Ouais, moi, je dirais ça, ça se lit un peu comme un roman. Mais du coup, comment vous avez travaillé l'écriture? Est-ce que vous avez écrit au fil de l'eau? Vous aviez pris des notes? Vous aviez une structure précise? Parce que je répète encore, hein, tout à l'heure, j'ai dit qu'au début, on pense qu'il n'y a pas de structure, alors elle est bien là. Elle se voit pas. Elle est très subtile, très originale aussi, mais il y a vraiment une structure. Donc, est-ce que vous avez fait un plan ou est-ce que vous l'aviez déjà dans la tête et vous aviez fait au fil de l'eau de vos impressions? Ce qui peut laisser Je- croire qu'il n'y a pas de structure, c'est qu'il n'y a pas de chapitre Hmm. et que tout est en continuité avec des petits sauts de ligne par moment. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il se trouve que je déteste de plus en plus ce qu'on appelle les connecteurs logiques dans une langue un peu scolaire. C'est-à-dire les petits mots d'articulation qui marquent le raisonnement. C'est-à-dire, en outre, en conséquence, nous allons voir maintenant que, puisque nous avons établi que, eh bien, nous verrons maintenant que, ce que font pas mal les philosophes classiques un peu, ou des essayistes. Voilà. Moi, je les enlève, hein, tous ces trucs-là, parce que je trouve ça lourd, je trouve que ça alourdit la prose. Et donc, bon, comme je les enlève, du coup, je signale un peu moins à mon lectorat les petites chevilles du raisonnement. Mais il y a un raisonnement, oui, oui, je pense même que ce livre n'est qu'un raisonnement, en fait, de la première à la dernière page. Il pourrait tenir en une phrase, je pense, en fait. Et donc, après, comment j'ai procédé? Oui, on peut pas se lancer dans un livre comme ça sans faire un plan. Ça, c'est pas possible. Donc, le plan était extrêmement précis dans ma tête. Et enfin, après, j'ai pris des notes, hein. Et j'avais vraiment déjà en tête 3 grandes parties. Premièrement, analyser le mépris, c'est quoi au bout du compte, à travers des situations? Qu'est-ce que c'est que ce sentiment qu'on appelle le mépris? Le faire jouer un peu dans tous les sens, voir qu'il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit et qu'il est peut-être aussi un peu plus aimable que ce qu'on dit. Et établir aussi qu'encore une fois, quand on parle de mépris, on ne parle pas forcément toujours du mépris. On parle d'autre chose. Il y a toujours un autre enjeu qui est sous-jacent au mépris. Donc voilà, ça c'était le premier mouvement. Le deuxième mouvement va s'arrêter sur la notion de mépris de classe, qui est une notion très importante
extrêmement répandu maintenant. Beaucoup de gens s'accusent aussi de mépris de classe, là, depuis quelques années. Et je sentais qu'il y avait une embrouille et j'avais envie de clarifier tout ça. Notamment une embrouille particulièrement toxique dans la mesure où je crois que son principal bénéficiaire est le Rassemblement national. Mais on rentrera peut-être dans le détail après. Et puis après, je voulais aborder en troisième mouvement ce qu'on appelle le mépris culturel. C'est-à-dire le mépris qui a cours dans la chose esthétique. On en parlait un petit peu tout à l'heure à propos des cahiers du cinéma. La guerre des goûts, les affrontements de goûts. Et il arrive que des gens ne se contentent pas de dire bah, toi tu aimes ça, moi j'aime ça. Ils vont aussi s'accuser de mépris culturel. Ah oui, en fait, tu as du mépris pour mes propres goûts. Donc je voulais un peu creuser cette affaire-là parce que Bourdieu a très largement commencé le travail et même, il a même parachevé presque le travail. Mais je trouvais qu'il y avait des trucs un peu à remettre à jour chez Bourdieu, ou en tout cas dans la sociologie des goûts en général. Donc voilà, c'était ça mes trois mouvements. Et après, au sein des trois mouvements, il y a des sous-parties, mais je vais pas trop rentrer en détail. Ce que j'essaie de soigner, c'est vraiment toujours que une chose en appelle une autre, quoi. C'est vraiment pour moi ce que je travaille beaucoup, c'est ce que j'appelle le tuilage. On tuile les passages les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'une chose en appelle une autre, qui 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 en appelle une autre, et hop, ça y est, c'est fini, le livre est fini. Hop, 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 comme une espèce de, de tour de magie. Mais c'est ça qui force, en tout cas moi, en tant que lecteur, ça m'a forcé à réfléchir, du coup, à ce que je disais et à poursuivre. Et j'ai eu l'impression de suivre le raisonnement avec vous. Vous voyez, comme si je réfléchissais avec vous, et comme a dit Marie, on réfléchit du coup un peu à soi. Marie, je crois que je t'ai coupé tout à l'heure, je suis désolé. Bah, je voulais, justement savoir pourquoi le mépris? Est-ce que vous avez mentionné du coup mépris de classe et notamment l'instrumentalisation par le RN? Est-ce que c'était le choix premier pour, traiter de ce sujet-là? Est-ce qu'il y a eu aussi un événement qui vous a fait dire: «Là maintenant c'est bon, je vais écrire à ce sujet-là»? C'est vraiment une conjonction de choses, comme d'habitude, hein. C'est pas une seule chose qui va déclencher un livre, mais la conjonction, c'était à la fois ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que souvent, je voyais des gens s'accuser de mépris et je trouvais que ça allait trop vite. Je disais, mais comment ça se fait que tout le monde s'énerve à ce point-là? Bon, et puis par ailleurs, j'essuyais moi-même souvent l'accusation de mépris. Et d'ailleurs, je ne me planque pas dans le livre. Je dis, oui, il est sans doute fréquent que je sois méprisant. Et peut-être que j'ai tort de l'être. Mais en tout cas, je voulais voir de quoi il retournait vraiment, en fait, hein. Bon, parce que je trouvais un peu facile aussi que l'affaire du mépris soit presque pliée, quoi. Pour moi, elle n'était pas pliée, il fallait ouvrir le dossier. Et puis, il y avait cette affaire de mépris de classe. Ouais, ça commençait à me titiller un peu parce que je me disais, ça va pas. Quand tout un tas de gens de droite se mettent à accuser de mépris de classe des gens de gauche, c'est qu'il y a quand même quelque chose de pourri au royaume du mépris de classe, quoi. C'est-à-dire il y a eu une entourloupe, il y a eu un retournement des valeurs, il y a eu une embrouille. Et donc je trouvais qu'il était, je dirais pas urgent, mais que c'était assez opportun d'aller voir ça de près quand même, surtout à l'heure où, bon, sont précisément en train de triompher les gens qui ont pratiquement récupéré le mépris de classe à leur compte, à savoir l'extrême droite. Donc ça, voilà. Et puis, bon, le mépris culturel, je crois que ça faisait longtemps que ça me travaillait. Ça, c'est plus une interrogation au long cours, où, encore une fois, je trouvais que les notions qui viennent de Bourdieu étaient devenues un peu utilisées un peu mécaniquement par plein de gens. Notamment, j'en citerai qu'une que vous connaissez sans doute, parce que justement, elle a fait Florès. C'est cette fameuse histoire des goûts légitimes et des goûts illégitimes, hein, qu'avait mis au point Bourdieu dans les années 70. J'ai longtemps, moi, épousé cette dichotomie. Ça me paraissait très, très juste qu'il y avait des goûts culturels légitimes et nobles et des goûts un peu indignes, le goût des gueux, donc illégitimes parce que pas légitimés par l'école, pas légitimés par l'institution, pas légitimés par l'académie, pas légitimés par les médias ou je ne sais pas trop quoi, plein d'autres instances de légitimité. Et ça, moi, j'ai longtemps fonctionné sur cette dichotomie-là. Elle me paraît en partie caduque. Et donc, c'était cette péremption de cette dichotomie que j'avais envie de mettre au jour. Donc voilà, c'est ces trois, quatre petites choses qui ont fini par me convaincre que bah, voilà, c'était le moment, on allait y aller sur ce sujet-là. OK, non mais je me doute bien que c'est une accumulation de choses, mais c'est toujours intéressant de voir aussi comment ça s'est construit au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours un peu des trucs un peu, qui sont un peu contingents. Ça répond à presque une actualité, et puis des choses qui viennent de plus loin, quoi. Mmh. Qui viennent se déposer. Et souvent, c'est souvent pour ça qu'on se lance dans un livre, quand même. C'est la conjonction entre des vieilles interrogations et quelque chose de plus urgent, quoi, de plus pointu, voilà, de plus immédiat. Même pour mes romans, ça fonctionne toujours un peu comme ça.
Vous parlez de beaucoup de sujets dans Le Mépris. On va pas tous les citer pour laisser la surprise aux lecteurs et aux lectrices. Je vais juste teaser un moment, vous parler vers la fin du livre d'Agnès Jaoui et de ses films. Et vous m'avez fait voir ces films d'une autre façon. Euh, mais vous m'avez fait changer d'avis sur le goût des autres, j'ai retourné ma veste, quoi. Et je n'en dirai pas plus. Vous n'aurez qu'à- Attends, cela dit, j'ai vu le dernier film de Jaoui qui vient de sortir il y a 2 semaines. Bon, bah, je crois que si c'était pas clair effectivement à l'époque du goût des autres, ce que j'essayais de voir que tramait véritablement souterrainement le goût des autres, contrairement à sa légende, je crois que maintenant c'est clair pour tout le monde. Je crois que là maintenant, pour le dire d'une façon plus brutale, je soupçonne en fait le couple Bakri-Jaoui d'avoir été un couple faussement de gauche. Et qu'il se jouait des drôles d'opérations dans Le goût des autres, qui avait l'air d'être un film un peu sympatoche, qui appelait à la tolérance des uns et des autres, tolérons les goûts des uns des autres, et puis voilà, tout va bien. En fait, c'était plus subtil que ça. Et cette tendance-là n'a fait que s'affermir dans le parcours de Jaoui et le parcours de Bakri aussi, d'ailleurs, à travers ses rôles, notamment Le sens de la fête, hein, où il faisait quand même une apologie du patronat et contre les charges. Hein, je veux dire, c'est explicite, et il le faisait de très bon cœur. Et là, maintenant, je dirais, le dernier film de Jaoui, elle fait son coming out réactionnaire. C'est un film de vieille blanche anti-woke. Qui est d'une malhonnêteté dingue, qui met en scène une féministe. Je ne comprends même pas que l'actrice ait accepté de ridiculiser à ce point-là ce courant. Je ne comprends pas, en fait, comment on peut jouer ça. Je comprends très bien que Jaoui, il est écrit, hein, ça, je veux dire, elle se comporte comme une espèce d'hyper boumeuse, voilà, avec un petit peu de racisme au passage, hein, parce que voilà, il faut faire un peu de la petite totale. Donc bon, je suis assez content que mon livre du mépris sorte au moment même où sort le livre de Jaoui, fait que quand j'aurai à défendre mes pages sur le goût des autres, je pourrais renvoyer les sceptiques à ce qui maintenant est tout à fait clair, en fait, concernant Madame Jaoui. Oui, bon, mais vous avez visé juste, hein. Vous avez visé juste, et je commence à avoir l'impression que vous visez juste souvent. Pour l'objet du délit, autopromo, je vous invite à réécouter le replay de l'émission Et alors, qui a été diffusé vendredi 12 juin, où on a parlé de l'objet du délit, le bien nommé. Donc, c'est disponible sur la nuitdudimanche.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc, n'hésitez pas à aller écouter le petit débat qu'on a eu autour de ce livre et autour de ce film. Et je vous remercie publiquement parce que l'avis que j'ai eu sur ce film, ben, je vous le dois. Mais Bah, c'est je, cadeau, c'est ça, c'est mon côté Père Noël, quoi. Je délivre des avis, et puis les gestes n'est-ce sont pas? pas. Et attention, je me Euh, plante parfois, attention, hein, euh, voilà, je précise. Bref, ça fait un bon teaser. N'hésitez pas à lire ces passages dans le livre du mépris. C'est aux éditions La Cause perdue. D'ailleurs, le lien est sur le site La Nuit du Dimanche et dans la description de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous avez du temps, à aller écouter la critique du 12 juin du film. J'ai oublié le titre déjà, L'objet du délit. N'allez pas voir cette merde. Écoutez la critique, ça ira. Marie, j'ai digressé. Est-ce que tu veux rebondir? Non, à part que je me suis bien fait spoil parce que je n'ai pas encore pu, je devais aller le voir ce week-end et j'ai pas pu, donc bon, je vais revoir ma proposition. Ça confirme un peu les peurs que j'avais avant d'y aller, donc je pense que là maintenant je vais changer de film. Alors, je disais, pardon, je Non, vous ai non, mais coupé. oui, je pense qu'on peut s'en dispenser. Après, c'est toujours pareil, le film est pas très bon, et puis le film est très désagréable, surtout quand on est de gauche, mais il fait symptômes, et je trouve que c'est des symptômes intéressants. Je veux dire, si vraiment on fait, comme j'essaie de le faire, une sorte de chronique de la droitisation de la France, nous en avons là un très très bon exemple. Donc, si vous vous mettez en position symptomatologie, je pense que le film deviendra vraiment passionnant. Mais après, il ne faut pas vous attendre à passer un grand moment. Enfin, je pense pas. Alors, je disais en introduction que votre livre aborde pas mal de sujets. Il y en a notamment un, forcément. Vous dites que le mépris, c'est un leurre. C'est si j'ai bien compris, un écran de fumée qui protège, le capitalisme et qui promeut le Rassemblement national, donc un parti d'extrême droite. Je vais citer une phrase parce qu'elle me plaît.
La focalisation sur le mépris de classe est d'obédience conservatrice. Elle exige que le ton change pour que rien ne change. Elle appelle de ses voeux ou fantasme rétroactivement une société paternaliste où les dirigeants respectent les enfants qui bossent à leurs bottes, où le patron respecte ses salariés qu'à l'instar d'un sergent-chef, il appelle mes hommes. La focalisation sur le mépris de classe advient à la confluence de la contestation et de la conservation, espace attitré, j'anticipe, de l'extrême droite. Je trouve la dernière phrase que j'ai citée implacable. D'abord parce que dans le livre, elle arrive à un moment où on commence à voir la structure. Ça y est, le cerveau a fonctionné, on commence à réfléchir avec vous et à faire son introspection et on commence à voir comment vous allez décortiquer votre thème. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, ben, on est dans le livre, on est dans le sujet. Et moi, personnellement, je n'avais pas vu cet aspect-là du mépris. Je n'avais pas vu que c'était une excuse, quoi, pour, qui donnait du grain à moudre au Front National. Ouais, Ça, je pense qu'il pardon, y a oui. il y a une opération que fait le Front National et qui est vraiment un sacré coup stratégique. Et vous allez voir, hein, tendez bien l'oreille à comment ils parlent là tous les jours, parce qu'ils sont partout, tout le temps. Et puis encore pour un an, et puis encore peut-être pour beaucoup. Et donc maintenant, à chaque fois qu'on incrimine les électeurs du RN, ou en tout cas ce mouvement qui s'appelle le Rassemblement national, quoi, qui est un mouvement d'abord dominant, donc voilà, on se fait traiter de mépris de classe. Pourquoi? Au motif qu'une grande partie des électeurs du RN seraient issus des classes populaires. Bon, alors, donc en gros, vous êtes en train de stigmatiser le racisme, parce que c'est quand même un parti qui est d'abord constitué autour du racisme, il faut arrêter de déconner, c'est quand même d'abord ça leur meilleur produit d'appel. Voilà, il faut arrêter de raconter autre chose aussi, hein. Le racisme est la valeur ajoutée du Rassemblement national et ce pourquoi son attractivité tient à ça. Bon. Il semble que ça attire des gens, ça attire des gens. Et donc, quand vous stigmatisez, en tout cas, vous pointez le racisme des électeurs du RN ou des gens qui soutiennent ce mouvement-là, dans la mesure où pas mal d'entre eux ils sont issus des classes populaires, on va plutôt vous dire c'est du mépris de classe. Non, non, c'est pas du mépris de classe, c'est du mépris du racisme. Voilà ce qu'il faut répondre quand même assez sèchement. Il ne faut pas se laisser piéger par ce piège qu'on nous tend et qui aurait tendance à nous paralyser, parce que du coup, nous, comme à gauche, on aime bien les gens des classes populaires, on est un peu tétanisé, merde, oh, je me fais accuser de mépris de classe, ça se trouve, oui, en fait, ça se trouve, en méprisant les électeurs du RN, en fait, je méprise les prolos. Ben non, 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 moi, je ne méprise pas les prolos de gauche, je ne méprise pas les prolos pas racistes, aucunement. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Et une des choses qui explique que le RN est si facilement repris à son compte, cette notion de mépris de classe, qui a priori aurait pu être plutôt estampillée de gauche, c'est parce que précisément pointer le mépris de classe des dominants, c'est une critique assez conservatrice et peu productive de l'état des choses. Parce que si la seule chose que nous escomptons, c'est que les dominants cessent de nous mépriser, ma foi, c'est-à-dire c'est simplement une question de forme, une question de ton, la façon dont ils nous parleraient et dont ils nous regarderaient, ça ne déplace pas beaucoup le système. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis, vous savez, le prochain président qu'on aura, il s'appellera peut-être, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il viendra peut-être du bloc bourgeois, il s'appellera Édouard Philippe. Je peux vous assurer qu'Édouard Philippe, il ne commettra pas les boulettes qu'a commises Emmanuel Macron, son prédécesseur, qui précisément s'est montré très, très dispendieux en matière de mépris. On connaît bien tout son best-of, hein, je veux dire, toute sa compile du mépris. Bon. Des gens qui ne sont rien, etc. etc. Édouard Philippe sera, lui, impeccable de ce point de vue-là, parce qu'il est beaucoup moins nerveux qu'Emmanuel Macron, il est plus calme, il est plus stratège, il est meilleur communicant. Et donc, nous aurons un Édouard Philippe qui ne sera pas du tout méprisant vis-à-vis des classes populaires. Il n'aura aucun propos méprisant, ça, je peux vous ficher mon billet. Par contre, il produira exactement la même casse antisociale. Donc voilà, donc c'est pas si étonnant qu'un parti conservateur comme le Rassemblement national, parce que c'est un parti conservateur hein, qui ne veut absolument rien changer des structures profondes de la société, se jette sur le mépris de classe. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils ont à vendre aux pauvres, c'est de leur dire « nous, on ne vous méprisera pas ». Oui, ils ne les mépriseront pas, ils leur parleront bien, ils leur parleront gentiment. Marine Le Pen, qui a grandi dans la bourgeoisie, ira à Hénin-Bonmot dire qu'elle adore les poissonnières et qu'elle adore les chômeurs, et il leur parlera, il fera des selfies avec eux. Elle sera super gentille, Marine. Sauf qu'en fait, si jamais elle accédait au pouvoir, elle maintiendrait totalement un état de fait des rapports économiques qui maintiendront tous ces gens dans la pauvreté. Voilà, je pense que c'est tout ça qu'il faut quand même essayer de débrouiller puisque là, on est en plein dedans, quoi.
Mais vous prenez deux bons exemples bon, qui m'ont fait comprendre aussi ce raisonnement. Le premier exemple, c'est, il me semble que c'est en début du livre quand vous parlez d'une amie qui se plaint d'être maltraitée à son travail. Et elle demande que son patron ne la méprise plus autant, elle demande un peu de respect. Et oui, ben voilà, là, c'est l'exemple typique. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir un peu plus de respect et moins de mépris? Absolument rien. Elle serait toujours aux mains du capitalisme. Et pour le Rassemblement national, pardon, vous parlez de cette femme qui a témoigné au journal de TF1, qui s'était fait ensuite elle était au rassemblement à une manifestation du Rassemblement national. Elle s'est faite virer des Restos du Cœur où elle a été bénévole, puis réintégrée. Et vous expliquez que elle est au front. Désolé, j'arrête pas de dire front. Elle est au Rassemblement national parce que voilà, elle est là à se dire, ben, les gens dont je m'occupe au Resto du Cœur, ils sont méprisables parce qu'ils sont encore plus bas que moi. Et je trouve Ouais. ça effrayant, quoi. Je pense que moi j'aime bien essayer de faire une sorte de psychologie collective du fascisme ou de l'extrême droite, parce que je pense qu'on a quand même pas mal d'éléments dans l'histoire, hein. Je veux dire, on peut, voilà, en faisant des comparaisons ou pas de comparaisons. Et oui, je pense que finalement, ce qui structure toujours un peu les masses fascistes ou fascisantes ou, disons, extrême droitières, c'est c'est cette idée que c'est des gens qui se sentent humiliés un peu dans la société, ils se sentent un peu infériorisés, et qui, pour encaisser le mépris qu'on leur porte ou l'humiliation qu'ils subissent, vont la reporter sur plus bas qu'eux, pour se réassurer narcissiquement en quelque sorte. C'est pour ça que le fascisme a été essentiellement soutenu par la classe moyenne. C'est pas des hyper-prolos qui soutiennent le fascisme, c'est pas vrai. Et les électeurs du Rassemblement national, hein, actuellement, ne sont pas des hyper-prolétaires. C'est plutôt des gens qui seraient de la classe moyenne un peu déclassée, parfois il y a même de très bons bourgeois, et des gens qui précisément sentent qu'ils sont en plein déclassement ou un peu peur de se retrouver la cinquième roue du carrosse, ou en tout cas au plus bas de l'échelle sociale, et donc vont se refaire un peu comme ça une santé morale en allant dober sur plus bas qu'eux. Alors le plus bas qu'eux, bah, c'est en général, c'est-à-dire que le prolo blanc va aller, disons, s'en prendre au prolo noir, quoi. Ou alors le petit travailleur blanc va s'en prendre à l'arabe voisin qui a recours aux allocations familiales ou un certain nombre de prestations sociales. Et il va dire, bah, moi je travaille alors que lui est assisté. Enfin, on connaît bien tout ça, hein. Je veux dire, je prends un exemple précis dans le livre, en la personne d'un certain Gianni, qui pérore au comptoir sur les immigrés qui viennent en France pour se faire recoller les oreilles en profitant de l'aide médicale d'État. Bon, bah, ça c'est typique. Donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut bien situer psychologiquement où se trouve en fait ce que j'appellerais l'affect maître des électeurs d'extrême droite. Et c'est toujours cette espèce de mix entre le sentiment d'être inférieur et aussi la supériorité qu'on veut manifester par rapport à plus inférieur que nous. Et ça, je pense que ça se situe assez bien socio-affectivement, disons, à quoi on a affaire. Mm. Je vais citer une autre phrase qui conclut, entre guillemets, ce passage. Vous écrivez: pourquoi les lecteurs RN à motivation sociale ne rallient pas les insoumis, solidaires des plus pauvres, parce que parce que les lecteurs RN ne comptent pas parmi les plus pauvres, parce qu'il y a plus pauvre que lui et qu'il tient à le faire savoir par son vote RN. Je trouve que c'est implacable sur le raisonnement. Et vous avez l'art un petit peu de la punchline. C'est-à-dire que moi, on ne voulait pas, mais de conclure peut-être pas conclure les chapitres, parce qu'il n'y a pas de chapitre, hein, on l'a dit tout à l'heure, enfin, vous l'avez précisé tout à l'heure, mais de conclure le raisonnement avec une bonne tarte, si vous me permettez l'expression, une bonne tarte par les mots. Et je trouve que que ça participe en plus, non seulement à notre réflexion, mais à la bonne compréhension du truc. En Le fait, truc qui est dans votre livre. j'ai tendance à fonctionner par fragments, hein. Le livre avance par fragments. Et souvent, effectivement, je construis mes fragments comme une petite unité et qui aurait une chute. Moi, je parle plutôt de chute dans mon chute. C'est à la fois un terme de musique, c'est un terme, voilà, je sais pas, c'est la façon de faire tomber un peu le fragment et de le ponctuer. Ça, c'est un peu rythmique. Alors, parfois, effectivement, ça coïncide avec quelque chose qui est un peu offensif.
et qu'on pourrait appeler peut-être effectivement une punchline, pourquoi pas. Parfois pas, hein, la chute, elle est d'un autre ordre. Ça peut Mm. être une chute lyrique aussi, ça peut être une chute positive, ça peut être une chute auto-dérisoire aussi. Je peux aussi Mm. me foutre de ma propre gueule. Mais Ou c'est surtout l'humour. ça qui m'importe, quoi. C'est avoir oui, faire tomber la note au bon moment, quoi. Moi, j'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est ce à quoi j'essaie de tendre. Ah oui, c'est très bien. Faire tomber la note au bon moment. En tant que lecteur, oui, c'est tout à fait ça. Vous avez raison. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour dans le texte, hein. Il y a des phrases, rien que les dire, c'est un plaisir, quoi. On s'amuse. Hors réflexion, hors raisonnement, ça fait plaisir de lire. Marie, est-ce que tu veux rebondir? Est-ce que alors en termes de solutions, ce que vous proposez, notamment dans les dernières pages aussi, ça va être finalement, l'ignorance par rapport à ça, essayer de sortir de ce mépris-là ou du moins de ne pas se focaliser sur le mépris qu'on peut ressentir. L'ignorance, se recentrer sur soi aussi, s'élever par, ce qu'on peut avoir, à côté, par les fréquentations, par, les choses qu'on peut faire. Mais comme on dit aussi que l'ignorance est quelque part le meilleur des mépris aussi, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la meilleure solution, on va dire, pour sortir de ça? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui pourraient nous permettre de, justement, ne pas se focaliser sur le mépris et voir où pouvoir, bah, contourner ces préjugés-là et puis, peut-être se saisir de sujets, par exemple, lutter contre la montée de l'extrême droite autrement ou faire ouvrir les yeux sur d'autres choses? Ouais, comme solution politique, ça, je ne serais pas très bavard parce que c'est toujours compliqué de dire il y a qu'à Faucon, hein. Je veux dire, si c'était si simple, on serait déjà sorti de la merde. Donc, il me semble quand même que cette idée de pas trop focaliser sur le mépris que nous vouent les dominants pour se concentrer sur les structures de domination et les structures d'oppression me paraît quand même plutôt de bons conseils politiques. Après, voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Après, les dernières pages, elles sont plus, je dirais, une invitation ou une suggestion aux individus. Je pense que c'est plus une espèce d'adresse aux individus que nous sommes tous, parce que je pense que c'est quand même pas mal de ne jamais oublier qu'on est d'abord des individus et que c'est un individu qui parle à un individu. C'est toujours ça, un livre. Et oui, comme je vois des gens qui sont parfois très blessés par le mépris qu'on leur voue, et surtout qu'à partir du moment où on les a infériorisés, où on les a traités comme des inférieurs, parce que c'est souvent ça le mépris. Je te regarde de haut et donc je te mets plus bas que terre. Je vois pas mal de gens qui ont intériorisé ce mépris. C'est-à-dire qu'ils finissent par concevoir un certain mépris d'eux-mêmes. Et ça, c'est redoutable pour moi. Moi, je pense que pour ça, l'école est redoutable. Par exemple, parce que quelqu'un qui a un destin scolaire compliqué, je pense, a définitivement greffé en lui le sentiment de son infériorité intellectuelle ou son infériorité tout court. Alors contre quoi, là, moi, je ne peux préconiser qu'une seule chose, mais c'est presque une incantation parce que je sais bien que c'est pas d'un claquement de doigts que ça se fait. Quand vous avez en vous le sentiment de votre infériorité, il est très, très difficile de le surmonter, de retrouver une sorte de fierté. Mais en tout cas, de façon un peu incantatoire à la fin, c'est pour ça que la fin est un peu lyrique, j'essaie d'indiquer que idéalement, euh, la meilleure façon de ne pas être, comment dire, touché par le mépris que nous vouent les dominants, ou quelqu'un qui se prétendrait tel, ou qui se prétendrait supérieur, c'est de se recentrer sur ce que j'appelle la puissance, notre propre puissance. Et donc, pour ça, c'est-à-dire mesurer la puissance qu'on est. Ça, c'est dans les termes un peu nietzschéens ou deleuziens, enfin, voilà, selon les obédiences des uns et des autres. C'est-à-dire, et ça, qu'est-ce que ça veut dire, prendre conscience de sa puissance ou c'est simplement se regarder faire, éprouver la puissance en soi, tout ce dont nous sommes capables, nous individuellement. Il y a plein de choses dont on est capable, mais qu'on a fini par sous-estimer parce que à force de se prendre pour des merdes, on oublie les capacités qui sont en nous et qu'en fait on exerce quotidiennement. Et je trouve que c'est pas inintéressant oui, d'avoir une espèce de foi en soi-même, quoi, qui est la meilleure façon, je pense, de ne pas. Je raconte quelques anecdotes dans le livre parce que j'essaie toujours d'en repasser par les anecdotes plutôt que de pontifier. Je raconte par exemple que j'ai parfois essuyé du mépris quand j'étais enfant ou adolescent ou un jeune adulte. Il y a 2-3 anecdotes que je raconte comme ça. En tout cas, on m'a dit des choses qui auraient pu être considérées comme méprisantes et qui auraient pu me blesser. Et or, je constatais que ça ne me blessait pas. Voilà.
Et moi, j'ai rarement été blessé par des choses. Et j'essaie d'analyser pourquoi, à partir de moi-même. Et la raison, au cas par cas, je me rends compte qu'à chaque fois, c'est parce que j'avais en moi des ressources d'amour-propre et d'estime de moi-même. Ça ne veut pas dire que je me la pète, ça ne veut pas dire que je me prenne pour un génie, c'est pas ça. Mais quand, par exemple, des amis de mes parents mettaient en cause, je sais plus, oui, j'adorais le foot quand j'étais petit. J'adore toujours le foot d'ailleurs, mais donc quand j'étais gamin, c'est vraiment, j'étais en boucle, quoi. Je regardais beaucoup de matchs, tout ça. Et des amis de mes parents qui étaient des profs, voilà, ils méprisaient un peu ça. Ils trouvaient que le foot, ils comprenaient pas, vraiment, ils trouvaient que c'était un truc un peu de beauf, quoi, ou un truc superficiel. Et je sais bien qu'ils arrêtaient, ils me vannaient pas mal, quoi. Ils comprenaient pas, ils me regardaient un peu de haut. Et je sais que ça ne m'a jamais blessé pour une raison simple, c'est parce que je savais que le foot, c'était grand. Je, je savais, moi, la joie que ça me procurait et que cette joie, elle était intense et qu'elle était puissante. Et donc, je n'avais pas intériorisé le fait que, ah ouais, bon, en fait, ils me disent que le foot, c'est méprisable. Peut-être qu'en fait, c'est vrai. Peut-être que j'ai tort d'aimer le foot. Parfois, les gens comme ça n'ont pas confiance dans leur propre goût. Et donc, ils vont être d'autant plus blessés qu'on mette en cause la pertinence de leur goût. Moi, sur le foot, j'avais pas du tout ça. Et de la même façon que quand on m'a pris de haut une autre fois, une autre scène où je raconte ça dans la salle des profs quand j'étais prof, il y a très longtemps, où des gens, un couple de profs s'étonne que je ne connaisse pas tel chanteur expérimental qui s'appelle Steve Reich. Moi, je sais que j'aurais pu ressentir à ce moment-là du mépris, en tout cas, prendre très mal le mépris qu'ils me vouaient, parce qu'ils étaient un peu quand même, ah bon, tu connais pas ça? Bon, ah ouais, d'accord. Et en fait, je m'en foutais parce que moi, j'avais le punk rock. Et je savais que le punk rock, c'était puissant. Mon corps était au courant du plaisir que ça me procurait, de l'intensité que ça me procurait, de la joie que j'avais eu à en faire avec les Zabriskie Points, etc. Donc, je pense qu'en fait, ça marche toujours comme ça, en fait, la capacité à mépriser le mépris, puisque c'est ça que je préconise, ou en tout cas être indifférent au mépris qu'on nous voue, ça ne peut se faire que si on a quand même un point d'estime de nous-mêmes, ou en tout cas ce que j'appelle un point de puissance. Voilà. Et ça marche comme ça. Alors parfois, des gens sont visiblement démunis, n'ont pas ce point de puissance, ou en tout cas peinent à le trouver en eux. Moi, il me semble qu'il y en a toujours un, quoi. Voilà, il y a tout un tas de choses dont on est capable, véritablement, on est capable d'aimer. Et je veux dire, et si on est un bon à rien, on peut être aussi un très très bon ami, on peut être un bon amant, on peut être on peut être doué en amour et être doué nulle part, mais être doué en amour. On peut être, je sais pas, être nul partout et être particulièrement, je sais pas. Une femme peut se trouver nulle partout, mais comme mère, elle pense qu'elle peut voir qu'elle a du talent, qu'elle sait être une mère, par exemple. Je prends cet exemple un peu cliché, hein, mais je me suis toujours dit ça de ma sœur, par exemple. Ma sœur qui a eu un parcours scolaire extrêmement compliqué, ce qui était d'autant plus compliqué que ses deux frangins étaient plutôt bons à l'école. Eh bien, ma sœur a trouvé son point de puissance dans sa vie, et c'était les enfants. C'était s'occuper d'enfants. Et elle est devenue éducatrice d'enfants. Et par ailleurs, elle a fait les enfants, et elle aime ça, et c'est son génie. Son génie, c'est ça. Et donc, du coup, je pense que ça l'a aidé à se refortifier après une adolescence où vraiment elle a été au bord de la haine d'elle-même ou du mépris d'elle-même. Enfin, pardon de vous parler de choses très intimes, mais encore une fois, j'aime bien être concret. Non, mais je Ok. trouve que justement, c'est très ah pardon Chris. Non, non, Hem, vas-y, j'allais dire une connerie. non, mais que justement, je trouve que c'est des paroles aussi donc qu'on a besoin d'entendre, surtout quand on aborde un sujet comme ça, comme vous l'avez dit, mesurer la puissance qu'on est. Après, ça suppose aussi d'avoir déjà certaine confiance pour pouvoir, bah, s'en saisir. Je pense que tous Ouais. les domaines, enfin tout même les conditions dans lesquelles on est aussi sont pas réunies parfois pour qu'on puisse l'avoir. Une chose qui m'avait marquée aussi, c'est quand vous faites, voilà, plus une description un peu de tout type de culture ou d'œuvres culturelles et de voir qu'en fait, là où on trouve quelqu'un, d'un culte, nous-mêmes, on va l'être sur un autre sujet et qui va justement, bah, dépasser notre champ de connaissances et là où on va pouvoir juger quelqu'un parce qu'il ne connaît pas, comme vous l'avez mentionné avec votre exemple, sur le compositeur. Mais en fait, bah, vous, vous êtes cultivé sur un autre sujet là où les autres ne le seront pas et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il a été intéressant pour moi de voir dans le livre, qui rassure aussi un peu personnellement, je trouve et de se dire que oui, bah, on connaît pas tout sur tout et c'est vrai qu'on a un peu cette tendance à se dire: «Oh là là, mais j'ai envie de savoir, tout». Quand on fait partie d'une conversation qui tout de suite part sur des sujets qu'on maîtrise pas, on se dit: «Bah, mince quoi, là je suis vraiment de trop» ou «J'ai pas ma place» et en fait, c'est ça qui est, enfin pour moi, ça m'a vraiment donné ces clés-là et j'ai trouvé ça, bien d'aborder ces sujets-là justement, de se dire: «Bah, en fait, il faut un peu aussi,
remettre un peu l'église au milieu du village et voir qu'on est tous un peu la culte de quelqu'un finalement. Mais très bien, j'aurais pas mieux dit. Moi, je pense qu'il y a un truc qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, parce que c'est vrai qu'on fait tous des complexes d'infériorité. Bon, plus ou moins. Il y en a qui sont vraiment des très complexés, d'autres un peu moins. Moi, ce qui m'a quand même un peu aidé, c'est de fréquenter un peu les dominants, en tout cas de les observer, parfois de près. Bah, comment dire? Comme dit à peu près Montaigne, ou comme dit à peu près les grands moralistes du XVIIe siècle ou la Boétie, quand on les regarde de près, ils cessent immédiatement de vous impressionner. Par exemple, on présuppose toujours que des gens sont très cultivés, comme ça. On voit des intellectuels parler, on se dit: «Oh là là, mais il a eu tous les livres, lui». Bon, c'est pas vrai. Personne n'a lu tous les livres. Tout le monde rame. Voilà, tout le monde rame. Je vous le dis, je vous donne des nouvelles de l'élite supposée. Je veux dire, moi, je m'en suis rendu compte. J'ai passé la Greg quand j'étais voilà, étudiant, agrégé de lettres, quoi. Bon, alors, agrégé de lettres, ça dit plus rien à personne maintenant, mais à une époque, il y avait un certain prestige. Bon, ben moi, du coup, comme je m'étais rendu compte que moi-même, j'avais réussi à avoir la Greg, alors qu'à l'époque, j'avais lu 23 livres, bah du coup, la Greg a fait pchit. Je veux dire, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était d'abord un truc essentiellement scolaire, qui récompensait essentiellement les bûcheurs, hein, les gens qui savent bûcher. Et moi, je savais bûcher. Voilà, je savais bosser pendant 12 heures pour enquiller des trucs et les recracher dans des dissertes. Et puis voilà, quoi. Une fois qu'on a approché les choses, on fait beaucoup moins de complexes d'infériorité devant ceux qui en imposent, parce que précisément, on a vu que le roi est nu, comme on dit, hein, et que nos dominants, il faut jamais se laisser impressionner par eux. Mais ça, bon, moi, j'ai aussi appris ça, beaucoup ça dans une culture anarchiste, un peu punk aussi. Tout à l'heure, on était parti là-dessus. Je trouvais toujours très sain de se moquer des dominants. Je pense que c'est toujours très sain de s'en moquer et de dire, vous ne nous impressionnez pas déjà. Peut-être que vous nous dominez, peut-être que vous avez les clés du pouvoir. Ok, vous nous imposez un certain nombre de choses, voilà, de rapports sociaux, et peut-être même vous nous cantonnez dans des rôles subalternes. Ok, mais ne croyez pas que vous nous impressionnez. Moi, je pense que ça, je trouve en général mes camarades du peuple trop impressionnable. Voilà, trop impressionné par les dominants. Donc moi qui ai fait un peu le go-between, qui ai fait un peu les allers-retours entre les classes supérieures et inférieures, je ramène des classes supérieures des nouvelles. Je l'avais fait dans un livre sur la bourgeoisie, ça s'appelait Histoire de ta bêtise, pour dire, ne soyez pas impressionnés. Franchement, il n'y a pas de quoi. Voilà. Ok. Mépriser le mépris, c'est mon nouveau credo à partir de tout de suite. Hop. Je pense que vous pourrez vous faire un t-shirt, par exemple. Ça marchera très bien cet été. Ce sera notre nouveau slogan. Très bien, je vais me faire une casquette. Euh, Alors, on parle beaucoup de cinéma sur Radioverse et vous en parlez aussi beaucoup dans l'essai. On a mentionné Agnès Jaoui tout à l'heure, mais vous ne parlez pas que d'elle dans votre livre. Vous expliquez d'ailleurs que critiquer des films populaires qui font des gros succès, ce n'est pas un mépris de classe, parce que cette culture-là, c'est juste un produit. C'est pas de la culture, c'est un produit marketing. Et c'est pas rattaché au peuple. Donc on peut, c'est open, je veux dire open bed, c'est pas le, c'est pas la bonne expression. C'est carte blanche sur le mépris. Je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire en gros que la pop culture, ça n'existe pas et que c'est un produit marketing? Et j'avoue, pour ceux qui nous écoutent, que là, on discute depuis 1 heure et je me demande si j'ai pas mal compris ce passage-là. Bah, non, mais il est possible que ce soit pas mal compris, mais disons que comme j'essaie de compliquer un peu l'affaire, forcément, il faut un peu suivre, quoi. Il faut pas trop s'en mêler les pinceaux, comme j'ai moi-même tendance à le faire avec des notions qui sont utilisées de façon un peu confuse, quoi. Alors, notamment la notion de populaire, parce que la notion de populaire, c'est compliqué, quoi. C'est le creuset de bien des fraudes. Parce qu'il y a une ambivalence. Qu'est-ce qui est populaire? C'est ce qui vient du peuple, des classes populaires, ou est-ce que populaire, c'est simplement quantitatif? C'est-à-dire que ça serait un goût massif. Et souvent, quand des gens croient défendre une culture populaire au sens les classes populaires, en fait, ils ne font que défendre une culture de masse. C'est ça qu'il faut déjouer comme confusion. Moi, je ne vois rien de populaire dans tout un tas de films américains qui ont une grande visibilité et une grande audience. Je ne vois de populaire en eux que la masse qu'ils touchent. Mais donc, au moment où, si moi je n'aime pas un de ces films, ça ne sera jamais en aucun cas un mépris des classes populaires, ce sera peut-être un mépris de la masse.
Et auquel cas, je ferai mon travail de minoritaire de base. Je pense qu'en fait, on confond souvent le populaire et le majoritaire. Et moi, je promeus dans le livre une culture minoritaire que j'ai toujours eue. Moi, je pense que les plus grandes choses se font toujours dans la minorité et chez les minoritaires. Et là où il y a du majoritaire, en général, je me méfie parce que souvent, on met en commun ce qu'on a de plus banal. Donc, le goût commun, le goût majoritaire est souvent, oui, une espèce d'agrégat, d'affect un petit peu standard, de sentiments un peu standard ou de forme standard. Et voilà, c'est ça que j'essaie un peu de débrouiller. Maintenant, oui, je pense qu'il n'est pas du tout question de mépris dans cette affaire. Moi, quand il y a des films que je n'aime pas, ben, je dis que je les aime pas et puis j'essaie d'expliquer pourquoi. Mais en aucun cas, ça vaut mépris des goûts des gens inférieurs sociaux. Jamais. Il y a des choses que je partage totalement avec les goûts des classes inférieures. Enfin, je veux dire, le punk rock ne vient pas non plus exactement de l'aristocratie, par exemple. Et puis tout un tas de choses que je peux aimer, par exemple la variété, que j'aime beaucoup, que j'avais honoré dans mon roman précédent qui s'appelle L'amour. Bon, voilà, mais moi, je ne vais pas en faire une thèse, je ne vais pas me dire, ah ben du coup, je suis du peuple parce que j'aime Michel Delpech. Non, bon, ben, j'aime Michel Delpech, quoi, voilà, et j'aime la variété pour plein de raisons. Donc je pense que de mêler à ça des enjeux de classe est, à mon avis, une fausse piste et souvent d'ailleurs un contre-argumentaire un peu facile. Un peu facile. Quand vous êtes en train d'attaquer un film qui se trouve être par ailleurs un film de masse, enfin qui vise la masse et qui a eu un suffrage massif, plutôt que de répondre à votre argumentaire, des gens vont dire ah bah d'accord, c'est du mépris de classe, quoi. Voilà. En fait, c'est le même genre de parade que celle que je décrivais tout à l'heure avec le RN. Vous êtes en train d'attaquer le racisme, on vous parle de mépris de classe. Vous êtes en train de montrer qu'un film Marvel, c'est quand même le scénario est indigent, l'imaginaire est frelaté, et que ça fait boum boum pendant 2 heures et demie et qu'en fait on ne voit rien. Et des gens vont vous dire ah d'accord, tu méprises donc le goût populaire. Voilà, c'est ce genre de parade qui est un peu énervante, quoi, parce que du coup c'est une façon d'esquiver la discussion. Puis il y a aussi des faux films populaires. Parce que moi, ce que je demande, c'est qu'est-ce que ça serait une authentique culture populaire? Ça, c'est une vraie belle question. Mais il y a des produits culturels qui se prévalent d'être populaires au sens classe populaire et qui ne le sont aucunement. Je prends comme exemple ce très mauvais film qui s'appelle La famille Bélier. Alors, quand je dis qu'un film qui a fait des millions d'entrées est un très mauvais film, je ne fais pas du mépris de classe. Je peux disséquer pourquoi je trouve ce film mauvais, et je le trouve vraiment mauvais. Mais par-delà le fait qu'il est mauvais, par exemple pas très drôle, pour une comédie c'est un peu dommage, je vois aussi au travail dans ce film ce que je trouve finalement très insultant par rapport au goût populaire, qui est des apparences de patine populaire, un vernis populaire. Par exemple, il se trouve que la famille Bélier, c'est une famille d'agriculteurs, et il se trouve qu'en plus, ils sont sourds. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Bon, bah, je défie quiconque de trouver dans la ferme de la famille Bélier quelque chose qui ressemble à une vraie ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boue, il n'y a pas de crasse, on ne les voit jamais bosser, ils n'ont aucun problème économique, ce qui est quand même un peu rare chez les agriculteurs actuellement, hein, à part chez les grands céréaliers de la Beauce. En général, il y a quand même bon. Donc, en fait, c'est une agriculture en carton-pâte. C'est un trompe-l'œil. Donc, on sert aux gens une sorte d'apparence de milieu populaire, alors qu'en fait, c'est du Walt Disney populaire. Ça, je trouve ça éminemment méprisant pour les classes populaires, de feindre, de leur offrir un univers qui ressemble à leur vie, alors qu'en aucun cas. Alors après, il semble que les gens, ça ne les ait pas perturbés parce qu'ils y sont allés massivement. Bon, bah dans ce cas-là, le plébiscite me donne tort, mais je ne démordrai pas du fait que là-dedans, il n'y a rien de populaire. D'ailleurs, je m'amuse à regarder le pédigré des scénaristes et du cinéaste. Ce ne sont pas exactement des gens qui viennent de la Mayenne, puisque le film est censé se passer là-bas, département que je connais bien, où j'ai fait un documentaire, très rural, effectivement. C'est plutôt des gens qui viennent de la culture Canal+, citadine et bourgeoise, et branchée. Dans l'équipe de scénaristes, il y a la fille de Guy Bedos. Comment vous dire? Il y a quelques particules qui traînent par-ci, par-là. Moi, je ne leur en veux pas, hein, c'est pas de leur faute. On n'est pas responsable de notre naissance. Mais qu'on n'aille pas me faire croire que ces gens aient une fibre populaire en eux, qu'ils ont voulu absolument exprimer dans cette ode au milieu populaire que serait censément la famille Bélier. C'est là qu'il y a une fraude et c'est là qu'il y a du mépris pour moi, beaucoup plus que dans le jugement que moi j'aurais par rapport à la famille Bélier.
Parfait. Eh bien, j'ai bien fait de poser la question parce que c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Merci beaucoup. C'est ce qu'on Sur souhaite. cette sur cette épiphanie qui m'est tombée dessus, on va s'arrêter là. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment passionnant de vous écouter en fait. Et ça a été vraiment passionnant de lire votre livre. C'est le premier livre que j'ai lu de vous et c'est certainement pas le dernier. Ben, merci, Euh, merci. Merci de votre écoute, merci de votre attention, tout ça. Je reviens quand vous voulez, sur ce que vous voulez. Eh ben écoutez, je vais vous lancer deux Super. invitations. La première, c'est pour parler des cahiers du cinéma dans l'instant culte. Mais Et ouais. la deuxième, c'est vous rappeler une fois que j'aurai lu Histoire de la bêtise, que j'ai été prendre et que j'ai pas encore commencé, pour, si ça vous gêne pas de parler de livres qui ont déjà été publiés. Non, 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 aucunement. En plus, c'est vrai que les lecteurs du Mépris m'ont beaucoup fait remarquer à quel point ces deux livres qui se répondent beaucoup, Histoire de ta bêtise et du Mépris. L'un finit un peu le travail de l'autre, enfin bref. Mais non, non, mais on peut parler hors actu de tout ce que vous voulez, de livres, et pourquoi pas parler des cahiers du cinéma, effectivement, comme ça je pourrais défendre ma famille. Eh ben, c'est parfait. Je vous ferai, si vous venez, je vous ferai un petit best-of des horreurs qu'on a pu dire. Comme Aïe, ça, aïe, aïe. comme ça, Bon, c'est quand Et il y je en a. comme ça, vous pourrez resserrer, Tiens, ça me fait penser à une phrase de votre livre. Je suis, alors, de mémoire, hein, mais je suis méprisant, ça m'empêche de taper. C'est pas Grosso faux, modo. c'est pas faux. Ok, on en reparlera incessamment sous peu. Je veux juste signaler qu'on fait gagner un exemplaire du Mépris aux éditions Cause perdue. Pour le gagner, c'est tout simple. Il faut nous dire que vous voulez le livre. Donc, vous envoyez soit un mail via le site internet lanuitdudimanche.fr ou radioverse.fr. Vous pouvez aussi envoyer un message sur les réseaux sociaux, Instagram @lanuitdudimanche ou @radioverse of multiverse, ou mettre un commentaire. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et on fera un petit tirage au sort d'ici la mi-juillet. Marie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, merci pour ce temps. C'était très intéressant à chaque fois qu'on lit neuf, si on a la possibilité d'en discuter avec l'auteur. Donc, ça apporte énormément. Et moi, j'ai été bien surprise tout au long de la lecture et j'ai ressenti plein d'émotions différentes. Donc, je vous remercie pour ça. Ça m'a aussi donné envie d'explorer un petit peu plus avec vos romans, mais aussi par exemple psychologie, entre les murs. Et donc j'ai hâte de découvrir la suite et de pouvoir en reparler peut-être avec vous. Bah, avec plaisir. Mais maintenant, vous avez plein de boulot, quoi, parce que j'ai quand même fait pas Ouais. mal de livres. Donc, maintenant, vous êtes foutus, vous êtes obligés d'y passer 4 ans. On va rattraper le retard. Allez, on s'y met tout de Euh, suite. Parfait. Merci encore et on se dit à bientôt. Et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.